Mesdames et messieurs, bonjour. Après l'avoir arrosé une partie de la nuit, Cotonou s'est réveillé également sous la pluie battante. Mesdames et messieurs, prenez vos dispositions, mais la pluie ne nous a pas empêchés de vous servir votre matinale. Bonjour, le Bénin s'installe. Il est 7 heures partout au Bénin et à l'heure là, c'est le bulletin qui prend le pouvoir. Voici Victorine Bondé qui nous la présente. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nous démarrons en prenant la direction de l'Ouémé où la réinsertion des personnes détenues est au cœur d'une cérémonie officielle. Les détenus admis au certificat de qualification au métier session d'octobre 2025 ont officiellement reçu leur diplôme de fin de formation, une étape importante dans leur parcours de réinsertion. Les précisions avec Viti Sarohe et Michel Elegbe. C'est une première dans l'histoire des établissements pénitentiaires du Bénin. Les détenus qui ont pris part à l'examen du certificat de qualification au métier CQM reçoivent leur attestation de diplôme dans les métiers de l'artisanat. La peine privative de liberté ne saurait se réduire à sa seule dimension punitive. Dans une conception moderne et humaniste de l'action pénitentiaire, elle doit aussi, et peut-être avant tout, ouvrir un chemin de relèvement, de réparation et de retour à la vie en société. C'est cette conviction qui inspire l'ensemble de l'action de l'Agence pénitentiaire du Bénin et c'est précisément cette conviction que la cérémonie de ce jour vient consacrer. Sur 173 détenus présentés à cette session du CQM, 171 sont admis, soit un taux de réussite de 98%. C'est d'abord un succès personnel à eux, avant d'être un succès pour tous les autres acteurs qui ont contribué à l'atteinte de ce résultat. Que ces différents acteurs trouvent ici l'expression de notre gratitude pour le travail abattu. Au-delà des chiffres, cette cérémonie rappelle avec force que la formation professionnelle en milieu carcéral est une réalité. Ils se sont formés. C'est bien d'avoir fait ce processus, mais il faut penser à la réinsertion après la libération. Et de ce point de vue, comme c'est des activités artisanales qu'ils exercent à leur sortie, je pense qu'ils ont déjà la famille des artisans qui les attend. Et ils peuvent, à la sortie, insérer cette famille-là à travers des organisations professionnelles, à travers un certain nombre de dispositifs organisationnels qui sont sur le terrain. Cette remise d'attestation du CQM s'inscrit dans le cadre du programme de réinsertion socio-professionnelle des détenus dans les établissements pénitentiaires du Bénin. Place à présent à l'éducation avec une période particulièrement délicate pour de nombreuses familles. Les épreuves sont désormais terminées, mais pour les candidats et leurs proches, une autre étape a démarré, celle de l'attente des résultats. C'est une période qui peut être difficile à vivre à cause du stress et de l'incertitude. Comment mieux gérer cette période sur le plan psychologique? Élément de réponse avec un psychologue clinicien spécialiste de la famille dans ce reportage de Christelle Tongodo. C'est une période de haute intensité d'activité mentale, la période d'attente des résultats. Et les parents, les encadreurs, les proches des candidats ont un rôle important à jouer dans cette période. Parce que déjà, c'est une période d'attente. Et tout ce qui est attente mobilise nos valeurs intrinsèques, notamment la patience, la persévérance et la maîtrise de soi. Et comme c'est une étape importante de la vie de l'être, donc c'est de cette étape qu'il s'agit, il y a l'anxiété qui peut s'inviter. Et l'anxiété, c'est souvent un mélange d'émotions, de peur, de découragement et de tristesse qui s'installe dans la durée. Et ça, ce n'est pas bon pour quelqu'un qui attend un résultat important. Ce moment doit être construit, doit être encadré par les parents en étant proche du candidat. Un bon parent doit savoir la vulnérabilité, la susceptibilité de chaque candidat. Vous devez savoir à peu près, quel que soit le résultat, comment votre enfant, comment votre neveu, comment votre frère va réagir à son résultat. Donc en fonction de cela, on prépare le candidat, on fait un conditionnement
Déjà en reconnaissant que c'est un effort de fait d'avoir suivi régulièrement les cours durant toute l'année, c'est quelque chose d'appréciable d'avoir été un candidat dont la candidature a été validée, et c'est aussi un mérite d'avoir composé à l'examen. On prend les dispositions pour le préparer psychologiquement dans cette attente-là, qui du reste parfois n'est pas facile à gérer. Dans le reste de l'actualité, après les départements du littoral, du plateau et de l'Ouémé, le Conseil économique et social a poursuivi mardi dernier sa tournée dans l'Atlantique. Cette mission vise à sensibiliser les populations sur les textes de loi relatifs à l'hygiène publique, à l'interdiction des sachets plastiques et à la lutte contre la pollution sonore. Le reportage est signé Jean Lambima et Ulvaeus Balogun. Dans les quartiers, les marchés ou encore les espaces publics, la question de l'hygiène est un enjeu quotidien. Entre la gestion des déchets et la salubrité des espaces communs, cette problématique renvoie notamment aux bonnes pratiques à adopter pour préserver la santé et améliorer le cadre de vie. Uriner sur la voie publique, par exemple, c'est devenu un geste banal. Les gens n'ont pas honte de le faire, alors que ça contribue à rendre malade ou à salir la ville. Défécation à l'air libre. On observe encore dans quelques coins de nos villes ce genre de comportement. Nous avons aussi les lavages auto-moto qui se font sur la voie publique où on rejette l'eau. C'est des comportements qui ne sont pas de nature à garantir l'hygiène dans nos villes. Et c'est l'un des enjeux que poursuit le Conseil économique et social à travers sa tournée d'imprégnation des textes de loi. Nouvelle étape, le département de l'Atlantique. Au centre des échanges, l'interdiction des sachets plastiques non biodégradables, la pollution sonore et surtout la loi sur l'hygiène publique. L'hygiène n'est pas seulement une affaire individuelle, elle nous concerne tous. Cette loi traduit l'engagement de notre pays à lutter contre une pollution qui dégrade nos villes et nos campagnes et met en péril la santé des populations. À travers cette séance d'imprégnation, l'objectif est de permettre aux populations et aux acteurs locaux de mieux comprendre les règles qui encadrent le cadre de vie et les responsabilités de chaque citoyen. Je me demande, mais comment ça peut se passer qu'on soit sur Zémidian, derrière, et on a le cure-dent dans la bouche. On sait que le cure-dent, là, à un moment donné, ça sécrète la salive, et on a envie de cracher. Mais le problème, c'est qu'il y a un autre qui passe à côté, et il récupère toute la salive dans le visage. C'est pas bien. C'est des choses qui sont simples que nous continuons à faire. Je sais que parfois on est en train de circuler et on a envie de faire pipi. C'est vrai, ça nous prend. Mais on ne peut pas continuer comme ça. Mais vous avez raison qu'on doit continuer le travail sur l'installation de toilettes publiques. Partageons la conscience collective, essayons d'être chacun, entre guillemets, le garant de la propreté, le garant de la sécurité. Cette démarche de proximité du Conseil économique et social permet ainsi de renforcer la sensibilisation et d'accompagner l'application des textes. Parlons à présent d'une réussite béninoise qui attire l'attention sur la scène internationale. Le 27 juin dernier, à Londres, le miel de karité commercialisé par le Béninois Kefil Oussou a remporté une prestigieuse distinction internationale. Une récompense qui met en lumière l'excellence de l'apiculture béninoise et le potentiel de cette filière. C'est un reportage signé Rodrigo Lababagbito. C'est une distinction qui vient prouver l'originalité du Made in Africa, mais surtout la succulence et l'attrait du Made in Benin. Le miel béninois s'est illustré au London International Honey Awards 2026, l'un des concours les plus prestigieux du secteur apicole mondial. Le miel de karité a obtenu le prix Platinum, la plus haute récompense du concours, tandis que le miel de tamarin a reçu le prix Golden. Deux produits d'une seule marque, détenus par l'entrepreneur franco-béninois Kefil Oussou. Ce qui m'a motivé à aller à ce concours, c'est un de mes clients saoudiens qui a goûté le miel de karité, il n'en revenait pas. Il est resté scotché pendant quasiment 10 minutes devant mon stand, il m'a dit débrouillez-vous, mais je vous donne une adresse, vous devez faire le concours au fait. Niveau goût, les jurys ils ont été subjugués. Et derrière, qualité de conservation, etc., de très haut niveau. Et aussi, c'est des miels qui servent à soigner. Derrière ces trophées se cache tout un écosystème, des producteurs, des récoltants et des acteurs de la filière apicole qui œuvrent quotidiennement à la valorisation des ressources naturelles du Bénin.
Et Sotike Agnoro collabore avec Kefil Oussou depuis plusieurs années. Dans les collines, les savanes et les forêts du Bénin, des milliers d'abeilles accomplissent chaque jour un travail discret. Nous nous intéressons aux producteurs locaux. Nous sommes allés jusque dans les confins des villages de Bukumbe. Nous sommes allés à Manta pour rencontrer des groupements de femmes qui travaillent dans l'apiculture. Nous sommes allés à Basila. Nous sommes allés à Tchaourou pour pouvoir rencontrer les producteurs. Nous développons un panafricanisme économique, stratégique, intelligent. Le miel de karité, particulièrement apprécié pour ses arômes floraux et sa rareté, séduit de plus en plus les consommateurs européens. Les miels, ils sont délicieux. On est fan du miel de pommier cajou, c'est une réussite 100%. Ah là là, karité aussi, il y a un petit goût de caramel. Wow. Nous sommes enregistrés dans la plateforme, sur une plateforme aujourd'hui en Asie, où les acheteurs se bousculent. Cette reconnaissance constitue également une vitrine exceptionnelle pour le savoir-faire béninois. L'objectif est désormais de renforcer la présence des produits apicoles africains sur les marchés internationaux, tout en créant davantage d'opportunités pour les producteurs locaux. Après Londres, l'objectif suprême pour nous aujourd'hui, c'est d'avoir un ancrage vraiment poussé au Bénin. Avoir une boutique physique au Bénin aussi, parce que voilà, c'est de là que tout part. Du nectar récolté dans les ruches béninoises aux prestigieuses récompenses internationales, cette double distinction londonienne confirme le potentiel d'une filière encore peu connue mais riche de promesses. Une consécration qui rappelle qu'au-delà de son patrimoine culturel, le Bénin possède aussi des trésors agricoles capables de rivaliser avec les meilleurs produits du monde. Et l'art s'invite dans ce bulletin avec certains artistes qui font preuve d'une créativité remarquable, là où beaucoup ne voient que de morceaux de métal abandonnés. Ils transforment ce qui semble sans valeur en véritable richesse. C'est le cas de Marius Tchakwe. Grâce au recyclage de la ferraille, il donne une seconde vie à ces matériaux à travers des sculptures originales. Immersion dans son univers avec Mathieu Sedemedji. Dans son atelier, le bruit du métal accompagne chacun de ses gestes. Ici, rien ne se perd. Les matériaux délaissés deviennent le point de départ d'une nouvelle création. Quand on dit Gankogwebule, c'est une matière que les gens jettent. Et dans leurs idées, on voit que cette matière ne peut pas servir à quelque chose. Alors moi, en tant qu'un artiste, j'ai fait les récupérations de cette matière pour créer quelque chose avec ça. C'est juste pour montrer à tout le monde que ce qui est gâté, on peut encore le récupérer, il peut vivre. Derrière chacune de ces sculptures se cache une démarche artistique nourrie par l'observation de son environnement et le désir de transformer l'ordinaire en œuvre d'art. Et mes sculptures parlent de la vie d'un être humain. Les difficultés que tout un chacun de nous reçoit sur le chemin de la réussite. Donc, c'est cette difficulté-là qui m'a poussé à réaliser mes sculptures. Donc, vous avez constaté que sur mes sculptures, ce sont des tôles que j'ai découpées en morceaux, en soudant un à un pour chercher deux formes d'un être humain. C'est ça qui démontre les difficultés que tout un chacun de nous reçoit sur le chemin de la réussite. Au fil des années, son travail s'est invité dans plusieurs expositions, autant d'occasions de partager son univers artistique avec le public et de faire découvrir une autre manière de regarder ces matériaux que l'on croyait sans valeur. Mais derrière cette reconnaissance se cache une réalité bien différente. Pour réaliser une sculpture, ce n'est pas facile. Donc, il faudrait des matériaux coupés un à un, pour chercher des formes, en souder, tout ça là. Donc, il y a beaucoup de difficultés dedans, en fait. Et pour faire aussi les expositions, ce n'est pas facile. Malgré les obstacles, Marius Tchakwe continue de donner une seconde vie au métal. À travers chacune de ses sculptures, il prouve que la valeur d'une œuvre ne dépend pas de la matière dont elle est faite, mais du regard et de l'imagination de celui qui la façonne. Et d'une découverte à une autre, allons à la rencontre de Tekle Davakan qui transforme de simples maquettes en paires de chaussures. À une trentaine d'années, cette jeune cordonnière a fait de sa passion un métier et des réseaux sociaux un véritable tremplin pour son entreprise.
Une rencontre avec une artisane qui marche résolument vers le succès. C'est un reportage de Rebecca Kenjaoundé, Jacob Tochoedo et Patrick Nimavo. Chaque paire de chaussures naît d'une idée. Ici, tout commence par une maquette envoyée par le client. À partir de ce modèle, Tekle reproduit minutieusement chaque ligne sur un patron. Vient ensuite l'étape de la découpe. Chaque pièce est taillée avec précision avant d'être assemblée avec les autres. Un travail de longue haleine pendant lequel le moindre millimètre compte. Peu à peu, sous ses mains, le cuir prend forme et une simple esquisse se transforme en chaussure. Bienvenue dans l'atelier de Tekle d'Avacan. Cette jeune cordonnière fait partie d'une nouvelle génération d'artisans qui réinventent les codes d'un métier encore considéré comme masculin. Mais derrière chaque création se cache une véritable détermination. Depuis toute petite, j'aime bricoler. Là où je suis actuellement, je me dis, c'est ce que je suis en train de faire et ce qui m'est destiné. Faute de moyens financiers, Tekle a dû interrompre ses études en classe de terminale. Plutôt que de renoncer à ses ambitions, elle choisit d'apprendre la cordonnerie. Son diplôme en poche, elle installe son premier atelier dans la maison où elle habite. Un espace modeste, devenu le point de départ d'un rêve qu'elle construit pas à pas au rythme des commandes. J'ai décidé de commencer à la maison, d'abord pour pouvoir avoir une clientèle. Parce que je me disais que bon, si j'ai une clientèle, quand j'aurai une boutique et payer le loyer, ça ne va pas être difficile pour moi, quoi, voilà. Aujourd'hui, Tekle ne travaille plus seul. Dans cet atelier de fortune érigé à domicile, Lazare est devenu son assistant. Ensemble, ils fabriquent des chaussures entièrement conçues à la main dont la qualité séduit une clientèle de plus en plus fidèle. Le bouche à oreille a laissé place aux réseaux sociaux. Sur TikTok, ses réalisations enregistrent de nombreuses vues, les mentions j'aime et les partages. Une vitrine numérique qui attire la clientèle. Mais pour Tekle, ce succès n'est qu'une étape. Son ambition est d'ouvrir son showroom et de transmettre son savoir-faire à d'autres jeunes femmes convaincues qu'une passion peut devenir un métier, une entreprise et une entreprise, un véritable levier d'émancipation. Dans le monde du cinéma, le Bénin investit dans sa relève. À l'issue d'un processus de sélection rigoureux, 20 jeunes talents intègrent un programme de formation destiné à accompagner les futurs professionnels du 7e art. Les responsables des deux structures partenaires ont présenté cette initiative ainsi que les bénéficiaires lors d'une conférence de presse. Ce reportage est signé Marcela Rossi et Bénédicte Possou. Formés aujourd'hui pour créer demain. Dans cette salle, au milieu des journalistes, 20 jeunes Béninois porteurs d'un même rêve, faire du cinéma un métier. Après une sélection rigoureuse, ils intègrent un programme de formation né d'un partenariat entre la Cap Film and Television Academy, fondée par le réalisateur nigérian Kunle Afolayan, et la société de production audiovisuelle, plus connue sous le nom de SOPA. Face à la presse, les responsables des deux institutions dévoilent les contours de cette initiative. C'est un programme qui vise à professionnaliser 20 jeunes talents, dynamiques, engagés et créatifs, dans le but justement de favoriser une montée graduelle de compétences et de mettre en place un écosystème de talents. Alors, ce programme se déroule en 12 semaines, 4 semaines de théoriques qui se dérouleront au Bénin et 8 semaines au Nigeria. Alors, au cours de ces 8 semaines, on aura 3 semaines de spécialisation, 3 semaines de production et enfin 2 semaines de post-production.
Cette collaboration s'inscrit dans l'ambition du Bénin de bâtir une économie créative solide. À travers la SOPA, l'État entend accompagner l'émergence d'une nouvelle génération de professionnels capables de raconter le pays, de valoriser son patrimoine et de produire des œuvres compétitives sur les marchés africains et internationaux. Les talents qui sont suivis, qui ont été sélectionnés à l'issue d'un processus rigoureux, seront méticuleusement accompagnés. Et donc, il y a un tracking de compétences qui sera effectué. Il y aura un suivi méthodique des capacités qui sera fait pour qu'à l'horizon 2027, 2028 ou plus, on puisse s'appuyer justement sur les capacités pour réinventer l'industrie audiovisuelle et cinématographique de demain au Bénin. L'initiative marque une nouvelle étape dans le développement de l'industrie cinématographique béninoise. L'ambition, faire émerger des talents capables d'écrire, de réaliser et de produire les histoires du Bénin pour le monde. Et ce bulletin d'information se referme ici. Merci de l'avoir suivi. Ne décrochez surtout pas car Bonjour le Bénin se poursuit. Et moi, je vous donne rendez-vous demain même heure, toujours avec le même plaisir. Merci à vous, ma chère Victorine. Je vous souhaite une très belle journée également. Merci à vous aussi. Allez, à demain. À demain. Mesdames et messieurs, cette émission va se poursuivre et nous allons recevoir notre premier invité dans la rubrique Événements à la une. Événement à la une, aujourd'hui nous plongeons dans le monde qui est le nôtre, le monde des professionnels des médias avec l'invité de Patrick Diossou. Patrick, bonjour. Oui, bonjour Alain Sochoumé ce matin. Ça va super bien. Oui, alors, super bien. Ouais. Nous allons parler des médias comme vous l'avez dit. Nous allons parler de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias. Dans les médias, ODEM. Disons le tribunal des pairs, Oui. cette structure qui permet aux journalistes de s'auto-évaluer, Voilà. de s'auto-discipliner Oui. et de s'auto-censurer, pourquoi pas? Parce Voilà. que on dit toute vérité n'est pas bonne à dire, même quand la vérité elle est bonne. Il faut trouver le moyen, ou bien les moyens de la dire Exactement. pour ne pas tomber sous le coup de la loi. Voilà, donc l'instance d'autorégulation, c'est l'ODEM. On va en parler. On va parler des 3 ans de la 9e mandature de l'ODEM. Et pour ces 3 ans, il y a reddition de comptes, évidemment. C'est clair, quand on vous confie une mission et qu'on vous donne ou pas les moyens, il faut de toutes les manières rendre compte. Qu'on vous donne ou pas, les moyens. On va en parler. Voilà. Oui, on va devoir en parler. Mais avant d'accueillir notre invité, le tribunal des pairs, l'ODEM, existe depuis un certain nombre d'années. Oui. On va certainement en profiter pour savoir un peu les actions menées par cet organe-là. Quelles sont les conséquences, sinon les résultats probants sur le terrain. On en parlera certainement avec notre invité. On en parlera. Mais vous, Patrick, Patrick, avant de le recevoir, vous qui êtes, je ne trahis aucun secret en disant que vous faites partie de l'ODEM, sinon du bureau de l'ODEM depuis quelques années. Qu'est-ce que vous avez vécu dans cet organe-là? J'ai vécu la presse de l'intérieur. De l'intérieur, parce que quand on est journaliste, c'est vrai, on vit dans la presse, mais on ne la vit pas de l'intérieur. Quand je parle de l'intérieur, c'est ce que vivent les journalistes eux-mêmes, leur réalité quotidienne, et puis ce que le public vit à travers les journalistes. Donc, on a vécu de l'intérieur et puis on est sorti, on est resté à l'extérieur. On a vécu ces 2 mondes différents. Comment ceux qui sont à l'extérieur perçoivent. Oui. Et comment nous-mêmes nous percevons, comment nous-mêmes nous agissons pour pouvoir nous auto-réguler, nous censurer, pour pouvoir essayer de voir comment réussir notre mission. Parce que c'est une mission, c'est une grande mission. Et le bureau actuel de l'ODEM, mesdames et messieurs, est là pour nous rendre compte, pour faire donc une reddition de comptes de leur mission. Lui, c'est un journaliste comme nous, vous le connaissez certainement. Dr Tanguy Agoyi, bonjour. Bonjour Alain, bonjour Patrick. Oui. Vous êtes le secrétaire général de l'ODEM. Bienvenue à la maison. Merci beaucoup. Merci de m'accueillir ce matin chez vous. Alors, reddition des comptes. Oui. Première question, elle aura lieu quand et où?
on fait table rase de tout ça avant d'aller au fin fond. Patrick, merci encore une fois de me donner cette opportunité de parler un peu de la nouvelle mandature de l'ODEM. La reddition des comptes sera une cérémonie fort simple qui va se dérouler demain, vendredi, quand nous serons le 3 juillet 2026. Ce sera notamment au niveau du ministère des Affaires étrangères qui nous offre cette hospitalité-là, afin de faire un petit bilan, comme vous l'aviez annoncé, des 3 années donc passées au sein de l'Observatoire de la déontologie de l'éthique dans les médias. Ça va être à partir de 16h. Oui. Alors, Tanguy Agoyi, avant donc d'honorer le rendez-vous de demain à 16h, est-ce que nous pouvons avoir déjà les grandes lignes de votre bilan à la tête de cette institution? Absolument. Il faut dire que l'ODEM, pour ce qui est de son règlement intérieur et de ses charges, donc mettons 3 axes sur lesquels il travaille. Le premier axe, justement, c'est évidemment l'évaluation ou l'auto-évaluation, je dois dire, des prestations professionnelles des professionnels des médias. Et donc là-dessus, nous avions essayé un certain nombre de choses. Ce n'est pas beaucoup, mais ce n'est pas peu non plus, quand on voit un peu le temps que nous y avions passé. Nous avons discuté avec des confrères au sujet de leur production et par rapport à des plaintes qui sont venues vers nous. C'est un premier volet. Et là-dessus, je ne veux pas donner des chiffres parce que ça pourrait un peu donner une certaine idée, je dois dire, de ce que nous faisons dans la profession. Donc, les gens nous ont saisis par rapport à des productions de presse et nous avons écouté un peu les confrères. Et puis nous avons tranché, soit en faveur des plaignants, soit en faveur aussi des journalistes. Parce que généralement, les gens pensent que l'ODEM est là essentiellement pour se mettre, je dois dire, derrière les journalistes. Donc, quand c'est bon, l'ODEM apprécie. Quand c'est mauvais aussi, l'ODEM apprécie. Je voudrais profiter de cette tribune-là pour remercier sincèrement ces confrères qui, contre vents et marées, et malgré les difficultés et le contexte, essayent de faire leur boulot de façon professionnelle. Mais quand les consommateurs des produits de presse ne nous interpellent pas, nous aussi, nous avons un œil et une oreille à observer et à écouter tout ce que les gens font. Et là-dessus aussi, l'ODEM a sorti un certain nombre de décisions, mais aussi de rapports de monitoring pour montrer un peu comment est-ce que la presse se porte par rapport justement à sa prestation. Donc, sur ce volet-là aussi, nous avions des décisions qui existent. Ça, c'est un premier volet. Le deuxième volet, c'est la question de la formation aussi. Et là-dessus, l'ODEM a initié quelques formations à l'endroit, je dois dire, des professionnels des médias. Il faut dire que dans ce contexte précisément, vu les éléments à notre disposition, je veux parler des moyens et autres, on n'a pas pu faire grand-chose parce que faire de la formation, c'est par exemple envoyer une équipe jusqu'à Malanville, c'est par exemple envoyer une équipe jusqu'à Nanto FM à Natitengo, par exemple. Donc, et cela appelle des moyens. Nous avons pu faire un certain nombre de choses de nos propres moyens, comme par exemple cette campagne, je dois dire, d'éthique et d'ontologie, où nous avons parcouru l'ensemble, je dois dire, des 12 départements du Bénin pour rencontrer les confrères et leur parler un peu de ce que c'est que les règles du métier. Donc là-dessus aussi, on a pu faire quelques progressions, mais il y a un acte phare fondamental qui a caractérisé, je dois dire, cette 9e mandature, c'est la mobilisation que nous avons pu observer autour donc, de la révision du code de déontologie et de l'éthique dans les médias. Vous savez, l'ODEM existe depuis, mettons, un peu plus de 25 ans maintenant, oui. Et donc, ces tests aussi ont vieilli de 25 ans. Et il fallait les réactualiser parce que quand l'ODEM naissait, il n'y avait pas cette explosion de l'Internet, par exemple. Et donc, l'ODEM avait des difficultés à évaluer et à suivre, par exemple, en tout cas, en s'appuyant sur des tests, évaluer les productions des médias à travers les réseaux sociaux, par exemple, ou les médias sociaux. Donc, avec le test que nous avions avant, on avait ces difficultés-là. Donc, on est passé à la révision. Merci à tous ces confrères, à tous ces collègues, à tous ces amoureux de la presse qui se sont engagés dans le temps parce que ça a été une mobilisation nationale pour pouvoir aboutir justement à ce nouveau code que nous avons aujourd'hui. Nous sommes passés de 26 articles à 33. Oui, 26 articles à 33, on va revenir là-dessus. D'abord, on va faire un tour pour voir avec nos jeunes confrères de l'ESAE la cérémonie d'ouverture, la cérémonie d'investiture de l'ODEM où il y a eu un discours fait par le président Vital Akhotonji. On suit cet élément. L'histoire nous appelle et nous interpelle. Que sommes-nous devenus un quart de siècle après? Notre heureuse trouvaille de nous auto-réguler pour éviter les dérives. Des journalistes menteurs, comme l'ont dit certains tout à l'heure,
Vantards incompétents entrepris par les politiques à la solde des opérateurs économiques? Sommes-nous devenus des caisses de résonance, de chapelles politiques aux intérêts inavoués? Qu'avons-nous fait de notre mission de porter la voix des sans-voix? Honorables invités, il me semble que nous avons pris la mesure de la déliquescence morale et professionnelle dans laquelle nous sommes plongés, avec un rachitisme intellectuel et organisationnel béant au niveau de nos organisations professionnelles. C'est pour cela que notre mandat veut agir pour nous. La 9e mandature se propose dans une démarche participative impliquant toutes les parties prenantes de travailler sur la visibilité, la crédibilité et la notoriété de l'institution. Faire observer par tous, y compris nous-mêmes, les conseillers de l'ODEM, les règles de déontologie exactes, de l'éthique dans nos rédactions, protéger le droit du public à une information libre, complète, honnête et exacte, défendre la liberté de presse. Défendre la liberté de presse, c'est ce qui a été dit. Est-ce que vous sentez que la 9e mandature a pu défendre la liberté de presse? En travaillant déjà à veiller à ce que la production de presse soit de qualité, c'est une façon de défendre la presse. Parce que quand vous appelez un professionnel des médias à respecter les règles, c'est que vous lui évitez d'avoir à se retrouver devant le juge, par exemple. C'est que vous lui évitez d'avoir à faire face à des plaintes, par exemple. Oui. Et là-dessus, ça permet justement de lui conserver sa liberté de presse. Mais au-delà de ça, nous avions eu quand même quelques solidarités avec les organisations fêtières de la profession, oui, sur des cas qui sont venus et qui ont perturbé un peu la tranquillité normale des professionnels des médias. Vous vous rappelez qu'on a dans ce pays et très récemment arrêté des journalistes pour des questions de publication sur Internet, pour des questions, mettons, de diffamation, etc. Alors que les tests de la profession demandaient à ce que, pour en tout cas des délits d'opinion, que le journaliste ne soit pas donc arrêté. Donc on a fait des pieds et des mains. Tout ne se met pas sur la place publique forcément. On a fait ce qu'on a pu faire et heureusement, des confrères ont pu retrouver leur liberté. Il faut déplorer que pour une raison ou pour une autre, en tout cas pour des questions d'information et d'opinion, que des journalistes se retrouvent dans des situations qu'ils ne devraient pas être. Oui, est-ce que ce ne sont pas les journalistes eux-mêmes qui devaient d'abord faire l'effort de ne pas se retrouver dans ces conditions? C'est fondamental. C'est pourquoi je dis que toute défense de la liberté de presse commence d'abord par la qualité de ce que vous faites. Si vous voulez être vraiment libre, c'est que vous êtes rigoureux avec ce que vous faites d'abord. Ça, c'est un principe basique. Mais le deuxième principe aussi, c'est qu'il y a des tests dans la République. Oui. Et quand il y a des tests, il faut les respecter. Et qu'est-ce que disent les tests? Les tests disent que pour des délits d'opinion, on ne peut pas arrêter un journaliste. C'est aussi simple que ça. Donc, si un journaliste a flirté avec la mauvaise conscience de la profession, les mauvaises règles de la profession, en principe, il y a un mécanisme pour le punir. Et on ne devrait pas passer, en tout cas à mon sens, outre ces mécanismes-là pour le punir. Si, par exemple, on dit que quand quelqu'un vole un poulet, il faut lui coller 1 an, ou qu'il faut l'amener chez le délégué, on s'est entendu dans la République pour dire qu'il faut l'amener chez le délégué. Donc, il faut l'amener chez le délégué. Il ne faut pas l'amener chez le sorcier, il ne faut pas l'amener chez le charlatan non plus. Donc, respectons les principes et je crois que c'est fondamental pour la bonne santé de la République. Tanguy Agoyi, est-ce que finalement, ce n'est pas l'éternel problème du marteau et de l'enclume entre lesquels se retrouvent les journalistes finalement? Oui. Vous savez, la denrée que nous manipulons est une denrée très délicate. Je sais que ceux qui ont été victimes parfois, je dois dire, de nos mauvais actes professionnels peuvent ne pas forcément comprendre quand on leur dit un journaliste ne peut pas aller en prison pour les délits d'opinion. Parce que, écoutez, quand vous avez écrit, quand vous avez calomnié quelqu'un, quand vous avez diffamé quelqu'un et que vous publiez par exemple sur Internet, vous imaginez les conséquences que cela peut avoir, drastiques et dramatiques que cela peut avoir dans la vie de cet homme et dans la vie de la famille de cet homme et sur, je dois dire, le reste de sa vie. Donc, on est bien conscient de ces conséquences-là. Mais ce n'est pas nous qui avons voté les tests pour dire que quand un journaliste a diffamé, qu'il ne doit pas aller en prison. Donc, respectons simplement les tests.
Tout bonnement. Oui, tout bonnement. Allez, rendez-vous est donc pris pour demain. Demain. Mais au-delà de ça, c'est vrai que quand on a l'occasion d'avoir des personnes comme vous qui sont à la tête des organes, qui chapeautent un tout petit peu ces organes-là, qui dirigent le milieu de la presse, on n'a pas envie de vous laisser partir. Quel est aujourd'hui l'état des lieux en matière de collaboration entre l'ODEM, les organes de presse et les structures faîtières, et maintenant les pouvoirs publics? C'est beaucoup de questions à la fois. Hein. Bon, d'accord. Le rapport entre l'ODM et les structures faîtières, nous avons un très bon rapport. D'ailleurs, pendant les 3 ans qui sont passés, on n'a pas eu, outre mesure, je dois dire, des situations de difficulté avec les faîtières, que ce soit l'UPMB, l'Union des professionnels des médias du Bénin, que ce soit le CNPA, le Conseil national du patronat de l'audiovisuel et de la presse. Et je profite de cette occasion-là pour leur dire un grand merci pour la confiance qu'ils ont pu nous accorder pendant ces 3 années, et qui a permis quand même de faire le tout peu de choses que nous avons pu faire durant ce moment-là. Alors, quels sont nos rapports avec les professionnels des médias? Je dois dire que c'est des rapports de bonne santé, en tout cas de bonne intelligence. Ça, c'est, de mon point de vue, de membre de l'ODEM. Oui. Maintenant, il faut demander aussi à nos confrères qu'est-ce qu'ils pensent de ce que nous avons pu faire et comment est-ce qu'ils nous trouvent dans nos échanges et nos commerces avec eux. Maintenant, les pouvoirs publics. On n'a pas de rapport outre mesure avec les pouvoirs publics. Nous, notre matière, c'est ce que produisent les confrères, notre règlement intérieur, les tests de notre profession. Puis après, on observe un peu, je dois dire dans une certaine mesure aussi, comment est-ce que la presse survit par rapport justement au contexte et aux difficultés. Voilà les champs sur lesquels nous intervenons. Et je pense que, en tout cas, pour ce qui est des rapports avec les structures de la République, on n'a pas grand souci. Alors, Vital Ulrich Rotondi, il avait toujours à la cérémonie d'investiture, il avait lancé quelques mots. On va suivre un deuxième élément qui nous replonge encore dedans. Nous prenons le défi de mettre au chômage les tribunaux en ce qui concerne les peines privatives de liberté pour les journalistes. Parce que nous aurons réussi à nous autoréguler. Car un journaliste en prison, c'est un drapeau national en berne. Or, nous avons pris le pari de faire du journaliste béninois un moteur de la croissance économique pour le Bénin, un agent de développement pour les atteintes des objectifs de développement durable. Chaque article rédigé par un professionnel des médias, chaque émission produite par un journaliste est une page de l'histoire de notre pays. Chaque page de journal est un repère dans l'histoire du monde. Mesdames et messieurs, chers partenaires, le défi est grand, l'ambition prégnante. C'est pourquoi accompagner les médias dans cette noble mission d'information rendra plus utile vos efforts pour l'avènement d'un pays développé. Avec les médias au cœur de vos actions de développement, la marche est irréversible vers le progrès. Aucun centime ne sera de trop. Dans ce contexte de précarité languissante où l'espoir semble devenir un rêve évanescent, l'ODEM aujourd'hui a plus que jamais besoin de partenaires pour remettre les médias au cœur du développement. Nous avons hérité d'un observatoire athlétique esselé de la scène médiatique. Et pourtant, on n'a nulle part une langue pour la mettre sous le boisseau. Oui. Tanguy Agoyi, est-ce que 3 ans après, vous avez le sentiment que la presse, comme moteur pouvant participer au développement du pays, est mise en route? Oui et non. Oui, parce que quand on voit un peu le contexte dans lequel nous sommes venus à la tête de l'ODEM, c'était un gros challenge. Je ne peux pas rappeler tout ce qu'on a dans l'arrière-cour, mais c'était vraiment difficile et il fallait vraiment y croire et avoir une confiance en soi véritable pour accepter de relever ce défi-là. J'espère que nous y sommes arrivés d'une certaine façon. En tout cas, on a vu une mandature de l'ODEM qui, vaille que vaille, s'est débattue un peu malgré les conditions, malgré le contexte. J'insiste souvent sur le contexte. Parce que tout détermine, justement, toute action est déterminée par le contexte. Donc, on a pu faire ce qu'on a pu faire. Les moyens n'étaient pas là. On a pu voyager, par exemple, avec nos maigres sous, etc. On a convaincu des confrères à travailler et à respecter les tests de la profession, etc.
Donc oui, on a pu faire avancer quelque peu les choses. Mais non, parce que, vous savez, la bonne santé d'une profession ne dépend pas seulement des actions de 3 ou 15 personnes sur 3 ans. C'est une action constante et dans le temps. Un travail de longue haleine. Un travail de longue haleine, premier élément. Deuxième élément aussi, c'est que cela ne peut pas se réduire seulement à la charge de 15 personnes ou de 12 personnes ou de 13 personnes. Parce que la bonne santé d'une presse dépend aussi de l'implication à la fois des autorités étatiques, des acteurs eux-mêmes, mais aussi des instances au-delà du Bénin. Et là-dessus, je n'ai pas eu l'impression qu'on a eu une synergie d'action pour pouvoir arriver justement à bon port. J'espère que les choses vont se mettre en route maintenant et que ça va aller au regard de ce que nous avons pu faire. N'oubliez pas que, je parle toujours de contexte, on a été orphelin à un moment donné, par exemple, d'un ministère. Oui. Et ça, pendant une bonne partie du mandat précédent. Oui, par exemple, de quinquennat. Et ça, vous ne pouvez pas dire que ça n'a pas eu d'influence, d'impact sur les résultats que l'on visait à travers donc, les actions pouvant améliorer, je dois dire, les conditions de travail des journalistes, la physionomie des médias au Bénin, etc. Je vais profiter pour dire quand même un gros merci à cette mandature de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication qui, presque au pas de charge, essaie quand même de mettre un peu de l'ordre, je dois dire, dans notre profession. Et ça, on espère véritablement que l'action pourra être constante et que soutenue peut-être par la prochaine mandature de l'ODEM et maintenant du ministère qui existe, qu'une synergie d'action pourra en tout cas influencer et orienter positivement, je dois dire, la presse et son devenir. Bon, Tanguy Agoye, on va rappeler les rendez-vous, sinon le rendez-vous de demain, l'heure, l'endroit où ça va se passer et qui sont les invités. Alors, demain, la 9e mandature de l'ODEM fait, mettons, sa réédition de compte. Ça va être à partir de 16h au ministère des Affaires étrangères. Tout le monde est invité, que ce soit journaliste, ou d'abord journaliste, que ce soit autorité, à quelque niveau que ce soit, parce que tout le monde est intéressé par, je dois dire, le travail des journalistes, que l'on soit président de la République, ce serait un honneur de l'avoir demain s'il venait, que l'on soit ministre, que l'on soit député, tout le monde est intéressé par ce que nous produisons dans la presse. Et les citoyens, aussi simples qu'ils soient, parce que justement, c'est les premiers consommateurs de nos produits. C'est eux nos premiers juges. Donc, ce sera l'occasion pour eux demain, s'ils venaient, de nous poser toutes les questions, pour comprendre un peu pourquoi est-ce que nous avions fait telle chose plutôt que de telle autre pendant ces 3 ans. Parfait. Demain, 16h, ministère des Affaires étrangères, c'est à Cotonou. Oui. Ça va à 16h. À 16h. Ça va être donc la séance de reddition de compte de l'ODEM et tout le monde est invité. Merci beaucoup, Tanguy Agoye. Merci Alain, merci Patrick, merci, merci de m'avoir fait un petit peu de place dans votre menu ce matin. Ne vous en faites pas, ici c'est chez vous. Revenez quand vous voulez. Merci. Patrick, on se dit à demain. Oui, à demain. Allez, mesdames et messieurs, moi je vous retrouve dans un instant après la pause, l'espace de nos partenaires. Pour une femme enceinte, bien se nourrir, c'est prendre soin de son bébé dès le ventre. Dans nos villages et nos villes, les aliments locaux regorgent de richesses nutritionnelles. Manger varié et équilibré, du maïs, du mil, du manioc ou du riz pour l'énergie. Des légumes verts comme l'amarante et le moringa. Des fruits de saison comme la papaye et la mangue. Ajoutez à votre assiette des protéines, du poisson, des œufs, des légumineuses comme le niébé. Pensez aussi à boire beaucoup d'eau et à consommer du lait ou du fromage. Évitez les aliments trop gras, trop sucrés ou transformés. Une maman bien nourrie, c'est un bébé en bonne santé, prêt à affronter l'avenir. Mangez local, mangez équilibré pour offrir à votre enfant un bon départ dans la vie. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition, ANAN. Comprendre pour agir en faveur de la nutrition. Le programme 20 000 logements sociaux et économiques est désormais une réalité. Il est enfin possible pour chaque Béninois ou non d'acquérir un logement moderne, adapté et abordable.
Bien plus qu'un simple projet immobilier proposant des logements avec un séjour spacieux, 3 chambres confortables, une cuisine fonctionnelle et des sanitaires modernes, ce programme offre un véritable cadre de vie avec des pistes cyclables, des espaces verts, des aires de jeu pour le bonheur des plus jeunes et la convivialité entre familles. Tous les logements du programme sont conçus selon une typologie F4. Si vous êtes éligible, optez pour une villa sociale pratique et confortable avec un séjour, 3 chambres à coucher, une cuisine et une salle d'eau. Sinon, choisissez parmi l'un des 3 types d'appartements économiques avec toujours un séjour, 3 chambres à coucher, une cuisine, 2 salles d'eau, une buanderie et un balcon. Ou alors, notre top produit, une villa plus grande et plus spacieuse avec un séjour, 3 chambres dont une parentale avec salle d'eau attenante, une deuxième salle d'eau, une cuisine, une arrière-cour, une chambre de service et un garage. En location achat avec des mensualités étalées sur 25 ans selon le type de logement choisi, en achat au comptant ou en location simple pour appartements économiques. Les villas sociales sont exclusivement réservées aux fonctionnaires de l'État béninois sous condition d'éligibilité. Quant aux logements économiques, ils sont ouverts à tous sans distinction de nationalité. Fonctionnaires, salariés du secteur privé, artisans, agriculteurs, commerçants, professions libérales, retraités, béninois de la diaspora et bien d'autres encore. Retenez bien, le programme 20 000 logements offre à toutes ces cibles résidant au Bénin ou de toute autre nationalité l'option privilégiée de la location achat sur une durée de 25 ans pour les logements économiques. Dès que vous êtes attributaire de votre logement, vous n'avez qu'à payer 1 mois de caution et votre première mensualité et vous recevrez vos clés. Payez ensuite vos mensualités avec possibilité de lever l'option d'achat à tout moment. Vous devenez ainsi propriétaire avec des mensualités à partir de 97 000 francs CFA pour un logement social. Pour tout savoir sur le programme, les logements disponibles, les conditions d'accès et les étapes pour devenir propriétaire, consultez la plateforme programmelogement.bj pour réserver votre logement en un clic. Le programme 20 000 logements, c'est l'assurance du confort moderne accessible à tous. Retour au plateau, mesdames et messieurs, pour continuer cette émission. Et avec nos invités, nous en recevons le deuxième. Voici le tapis pour l'installer. L'action est déterminée souvent par le contexte. Et parfois, le citoyen se pose la question de savoir s'il faut continuer de rester dans son pays ou partir, tenter une aventure, histoire de réussir et revenir après. Ou l'autre pan, est-ce qu'il faut continuer de rester, se battre et bâtir ensemble? Partir ou rester, c'est là la question que nous posons aujourd'hui à notre invité, celui-là qui a initié donc une conférence qui parlera de ce sujet. Edem Sosoupé, bonjour. Bonjour Alain, bonjour à tous. Cette question, pourquoi est-ce que vous la posez? Vous savez, on se retrouve dans un contexte où plusieurs jeunes décident de quitter le Bénin. Pour eux, le Bénin n'est plus une zone sûre. Le Bénin ne fournit pas l'emploi nécessaire à la jeunesse. En tout cas, c'est vrai que le gouvernement fait ce qu'il doit faire, mais toujours est-il que la jeunesse, vu le nombre que nous faisons aujourd'hui, on n'est toujours pas satisfait. Donc, il y en a qui préfèrent quitter le pays. Et puis, malheureusement, on préfère aller en aventure que de se mettre à faire de petites activités dans son pays, alors que l'aventure n'est pas forcément une destination sûre, une zone qui garantit un meilleur avenir. Donc, c'est dans ce contexte-là que nous avons décidé, par exemple, pour cette édition de la conférence, de remettre cette question au centre de la discussion afin de pouvoir écouter les uns et les autres, écouter des gens qui ont fait l'aventure, écouter des gens qui sont restés, écouter ceux qui ne veulent pas du tout rester, enfin, écouter tous les sons de cloche afin de pouvoir tirer le nécessaire. Le nécessaire pour nous, c'est de rester, sauf que la petite nuance, on peut partir acquérir de compétences et revenir mettre ces compétences
compétences au service de sa nation. Alors, cette conférence que vous organisez, qui sont les personnes qui devaient être intéressées par l'activité? En réalité, toute la jeunesse est intéressée par la thématique. La preuve, lorsque nous avons par exemple sorti la fiche teaser de l'événement, nous avons eu beaucoup de réactions, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit inbox. Des gens nous ont appelés, la thématique nous intéresse, vu le contexte, qu'est-ce qui inspire cette thématique? Autant de questions à laquelle on a répondu. On a vu l'intérêt de ce questionnement-là en ce moment précis. Et donc, tout le monde est intéressé au regard des retours que nous avons ci et là. Alors, partir, on peut réussir. Partir, on peut échouer. Rester, on peut réussir et échouer également. Finalement, quelles sont les personnes ressources qui pourraient entretenir les jeunes sur cette thématique-là? Nous invitons une personnalité qui a fait le système des Nations Unies. Ça veut dire que forcément, il a parcouru plusieurs pays. Il a également fait l'Union africaine. Là aussi, il a parcouru plusieurs pays. Je veux nommer M. Bonaventure Gadegbe. Il a travaillé au sein du département de gestion des crises et conflits. Alors, lui, par exemple, lorsqu'il est tombé sur la fiche teaser, il nous a contacté. Il dit, mais écoutez, la thématique m'intéresse. Pas parce que j'ai été cadre onusien et tout ça, mais parce que dans le pays où j'ai vécu pendant plusieurs années, nous, on travaille avec la diaspora. Pour nous, il n'y a pas question de rester et ne pas revenir servir son pays, ne pas revenir mettre son acquis au service de son pays. Donc, la thématique m'intéresse. Je dis d'accord, il n'y a pas de problème, on discute. Si la thématique vous intéresse, alors vous acceptez, vous nous faites l'honneur de passer la communication principale. Et donc, on aura M. Bonaventure Gadegbe qui va passer la communication, la première communication. Et après cette communication, on aura droit à un panel de discussion. C'est là, ça ira dans tous les sens. Chacun donnera son avis, chacun dira son point de vue. Et là, on a convié 4 personnes. Et sur les 4 personnes, vous allez remarquer qu'on a fait un cocktail de toutes les générations. Il y a la génération que je veux appeler la génération jeune, la génération moins jeune et les deux autres générations. On aura par exemple Sinova Tokle qui est communicatrice. À côté de Sinova Tokle, on aura Alem Idrissou qui, elle par exemple, a voyagé mais qui est revenue s'installer au Bénin. Sinova autant, elle a également voyagé, elle est revenue. On aura pour un regard sous-régional de la chose, M. Donis Aivi, lui, il est consultant en communication. Avec lui, on a travaillé sur des questions d'intégration sous-régionale. Il viendra partager son avis. Il vient du Togo. Il viendra partager son avis du sujet avec nous. Et à côté, on aura un 4e panéliste. C'est quelqu'un qui, moi je dis, lui, il a la possibilité de définitivement rompre avec le Bénin, mais il a toujours son pied droit au Bénin et son pied gauche à l'extérieur. C'est un cadre du programme alimentaire mondial. On l'a contacté, il a accepté notre invitation. Il est même actuellement déjà au pays pour la conférence, M. Jean Sachik Bondien. Et donc, quand on aura fini ce panel, on demande aux gens de ne pas partir. On dit aux gens, le Bénin est une zone sûre, le Bénin est une bonne destination désormais. Mais quel est le mécanisme que l'État met en place pour accompagner non seulement la formation et l'insertion professionnelle des jeunes? Nous n'avons pas la capacité, nous ne sommes pas qualifiés pour le dire. C'est à ce titre que nous avons convié l'Agence nationale pour l'emploi, la NPE, qui va dépêcher son directeur de l'entrepreneuriat et de l'emploi indépendant, qui viendra nous parler des mécanismes d'accompagnement que l'État met en place à la disposition des jeunes. Voilà. Alors, cette conférence aura lieu où et quand? Elle va se tenir le samedi prochain, samedi 4 juillet, à l'université d'Abomey-Calavi, plus précisément à l'amphithéâtre Roudegbe. On va ouvrir à 9h et fermer au plus grand tard à 14h. L'expérience que nous avons eue sur l'activité, c'est que généralement, on connaît l'heure à laquelle on démarre, mais quand les discussions commencent, les gens n'ont plus envie de quitter, mais nous, on se dit maxi 14h, on doit pouvoir se séparer. Voilà donc une belle occasion offerte à la jeunesse
jeunesse de s'imprégner des réalités, de rester ou de partir, avoir les clés pour décoder donc tout ce qu'il faut avant de s'engager dans l'un ou l'autre des chemins. Alors, un dernier mot pour clôturer cet entretien. J'invite tout le monde, hein. Je vous invite. Vous êtes jeune, vous êtes vieux, vous êtes à la quête d'emploi, vous êtes à la quête d'informations en ce qui concerne les mécanismes que l'État met en place pour accompagner la formation, l'insertion professionnelle des jeunes. La conférence Naissance Utile est une très belle occasion pour vous. Vous êtes invité le samedi 4 juillet 2026. Samedi prochain, déjà à partir de 9h, nous vous donnons rendez-vous à l'université d'Abomey-Calavi. Vous avez également envie de nous accompagner, on s'offre à vous et nous serons vraiment heureux de vous avoir parmi vous ce samedi-là. Merci donc Edem Soussoupé, tout est dit. Rendez-vous samedi prochain. Les jeunes vont pouvoir donc avoir beaucoup plus d'informations avant de s'engager. Allez, on vous laisse partir. On vous souhaite une très belle journée. Très belle journée à vous autant. Allez, vous avez envie de partir, vous avez envie de rester. Ce qui est sûr, le Bénin, lui, il continue son mouvement, il continue d'avancer et les acteurs qui font avancer le Bénin, on va en recevoir un. Voici la rubrique Bénin en mouvement. Quelle est la responsabilité sociétale des entreprises? Puisque l'entreprise reste dans un environnement, quelle pourrait être donc sa responsabilité en la matière? Nous en parlons aujourd'hui dans la rubrique Bénin en mouvement avec celle qui l'anime avec brio. Voici Jennifer Sativi déjà à mes côtés. Jennifer, bonjour. Bonjour Alain, comment allez-vous ce matin? Je vais super bien. Alors c'est un concept, hein, la responsabilité sociétale des entreprises et on entend de plus en plus parler de ce concept-là. De quoi s'agit-il? En tout cas, c'est un facteur de performance, mais aussi comme un levier de développement durable. On reçoit l'un des acteurs hein, que vous connaissez certainement. Il s'appelle Léon Anjorin Koboudé. Bonjour et bienvenue. Bonjour Jennifer, bonjour Alain. Monsieur Koboudé, bienvenue à la maison. Merci beaucoup. Alors, merci de m'inviter. C'est un plaisir. Vous êtes le PDG de Mindo Consulting et vous êtes beaucoup engagé dans la RSE. Alors déjà, on va partir d'une définition. Quand on dit RSE, responsable sociétal des entreprises, de quoi s'agit-il et qu'est-ce que ça implique? Merci beaucoup, Jennifer. D'abord, une précision, Mindo Consultant et non Mindo Consulting. Mindo Consultant. Mindo Consultant est un cabinet de conseil en matière de RSE, communication stratégique et édition de revues spécialisées. La RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Alors, pour faire un peu l'histoire, il faut rappeler que c'est un concept qui a démarré d'abord aux États-Unis dans les années 50 et 60 et après qui s'est exporté en Europe. C'est-à-dire que les Américains, à un moment donné, se sont dit l'entreprise ne peut plus être seulement préoccupée par sa profitabilité, par les profits, par les bénéfices. Elle doit être responsable, elle doit se préoccuper de comment se porte la société au plan sociétal, au plan de l'environnement et au plan économique. Et donc, depuis environ 3 décennies, en Afrique, ce concept est vraiment présent dans les entreprises. Et pour le définir, on peut dire que la RSE, c'est l'intégration volontaire des préoccupations environnementales, sociétales, économiques dans les activités de l'entreprise. Alors, on pense que c'est la société seulement qui en profite. Tout à l'heure, dans nos échanges, on verra que l'entreprise peut vraiment considérer la RSE comme un levier de performance. Alors, Léon Anjorin Koboudé, est-ce qu'en République du Bénin, quand on sait que derrière chaque business, le commerçant ne cherche que son profit, peu importe l'état d'âme du client qui est, disons, l'environnement immédiat, est-ce que vous estimez que les entreprises au Bénin ont une culture de la responsabilité sociétale? Alors, il faut reconnaître que de façon formelle, beaucoup d'entreprises au Bénin ne pratiquent pas la RSE. Mais cela ne veut pas dire que ces entreprises-là ne font pas des actions ponctuelles, des actions sociales. On en constate beaucoup. Mais la philanthropie, ce n'est pas de la RSE. C'est une petite partie de la RSE. Quand une société de téléphonie mobile va construire des écoles dans une communauté, oui, c'est utile. Des enfants iront à l'école grâce à cette société-là. Mais
ce qu'on oublie, ça, ce n'est pas seulement de la RSE, ce n'est pas la RSE, c'est de la philanthropie. Donc, il faut aller au-delà. Oui, nous avons des pratiques assimilables à la RSE, mais malheureusement, dans beaucoup d'entreprises au Bénin, la RSE n'est pas vraiment pratiquée, elle n'est pas formalisée, il n'y a pas de plan d'action RSE, et donc, les entreprises ne profitent pas suffisamment de cette norme-là, alors que c'est une norme, je veux parler de la norme 26 000 qui définit bien la RSE, qui représente un levier de croissance et d'opportunité pour l'entreprise. Alors, lorsqu'on comprend, je vais revenir un peu sur ce que vous disiez tout à l'heure, lorsqu'on comprend que la philanthropie n'est pas systématiquement de la RSE, il y a également, je crois, des campagnes de salubrité par-ci, par-là. À quel moment l'entreprise est pleinement consciente d'être engagée en plein dans la RSE? Très bonne question. Alors, je donnerai vraiment des exemples précis. D'abord, je redéfinis encore la RSE, c'est l'intégration des considérations environnementales, sociétales et économiques dans les activités de l'entreprise et surtout dans les bonnes relations avec ses parties prenantes. Alors, ça veut dire que les activités RSE de l'entreprise doivent couvrir ces trois domaines, économique, environnemental et sociétal. Alors, je prends l'exemple d'une brasserie, voilà, mais pour qui l'une des matières premières fondamentales dans son travail, c'est l'eau. Donc, si une brasserie ne se soucie pas, par exemple, de l'approvisionnement continu en eau dans le milieu dans lequel elle opère, mais elle peut être surprise. Elle peut être surprise un jour de constater que soit l'eau n'est plus disponible, ou bien que ou bien qu'elle en abuse et que les habitants, par exemple, de la zone où elle travaille, manquent d'eau. Vous voyez? Et je prends l'exemple aussi d'une entreprise qui est dans l'ameublement, qui fabrique des meubles et tout. Si cette entreprise ne fait pas tout pour s'assurer du renouvellement en disponibilité de bois, mais elle va être surprise. Je prends encore le cas d'une entreprise de conseil, par exemple. Je veux parler d'un cabinet. Si elle n'arrive pas à mettre en place un process pour faciliter le travail aux salariés, pour mettre en place des conditions de travail qui respectent les normes, elle va être surprise de la baisse de performance. Donc, vous voyez, la RSE, ce n'est pas pour faire du tout joli. C'est vraiment un levier qui permet à l'entreprise de s'assurer son avenir, de prévenir les risques, mais aussi d'être responsable vis-à-vis de la société. Alors, pourquoi cela, on a l'impression que ce concept est un peu en vogue déjà. Pourquoi est-ce que la RSE est aussi importante déjà pour les entreprises, vous commenciez à en parler, mais aussi pour les États? Alors, c'est important parce que l'État ne peut pas tout faire, l'État s'occupe de tout le monde, mais c'est aussi très bien pour l'État de savoir qu'il a affaire à des entreprises responsables. Une entreprise responsable, par exemple, elle doit être à jour vis-à-vis de ses cotisations sociales, elle doit être à jour de ses impôts, elle doit pouvoir respecter les normes et règlements édictés par l'État. Et donc, il revient aussi à l'État de mettre en place tout ce qui est condition favorable à la mise en œuvre de la RSE. Alors, au Bénin, nous sommes quand même heureux de savoir qu'au sommet de l'État, il y a vraiment une volonté manifeste de booster la RSE parce qu'il y a une politique en matière de RSE qui est en train d'être finalisée. Et donc, cette politique en matière de RSE, si elle est finalisée, elle sera adoptée et permettra à tous les acteurs de voir comment adopter la RSE et comment faire en sorte que les entreprises profitent aussi d'une bonne pratique de la RSE et quelles sont les conditions aussi incitatives que l'État met en œuvre, met en place pour permettre aux entreprises de s'engager pleinement dans la pratique de ce concept. Léon Jorin-Koboudé, il est dans la perception sociale que quand on parle de RSE tout de suite, le citoyen lambda voit l'entreprise, ses actions dans ce sens comme une compensation des nuisances faites à la population. Prenons par exemple une entreprise qui produit du ciment. Elle fait du bruit, elle crée de la pollution avec la poussière. On prend une entreprise d'ameublement, elle produit du bruit avec sa scierie et tout le reste. Quelle est la part, quelle est l'option, sinon le pan de la RSE dans lequel le citoyen se retrouve en compensation de ces nuisances?
Alors, c'est une question intéressante et qui est relative au volet environnemental, pour ne pas dire aussi au volet relation avec les parties prenantes, notamment la communauté. Une cimenterie, par exemple, elle ne peut pas ne pas prendre en compte l'impact de son travail. Parce qu'au bout du compte, ce qui est important à retenir, c'est oui, vous avez fait le profit, mais quel est l'impact que l'entreprise laisse? Mais si l'entreprise fait le profit et rend malade tous les habitants ou bien beaucoup d'habitants de la zone, elle n'est pas responsable, cette entreprise. Donc, oui, une entreprise doit d'abord déterminer sa raison d'être. C'est vraiment le point de départ. Si je suis une cimenterie et je sais que le premier impact que j'exerce sur la zone où j'opère, c'est l'impact environnemental. Donc, il faut prendre les mesures déjà pour limiter tout ce qui est pollution. Il faut prendre des mesures pour discuter avec les gens de cette communauté-là pour voir quelles sont les mesures que je peux prendre pour pouvoir les accompagner en termes de compensation, en termes voilà, de tout ce qui est œuvre utile dans la communauté. Donc, ce qui est important, c'est aussi une stratégie de relation avec les parties prenantes, notamment les communautés. Et une bonne entreprise dans une localité ne peut pas ne pas parler avec les représentants des pouvoirs publics et aussi tous les représentants de la communauté locale, comme les associations de développement, les associations de jeunes, pour identifier leurs besoins et voir comment contribuer au développement social de cette zone. Alors, on se rend compte que la RSE pense beaucoup au bien-être des autres, de la communauté. Mais en ce qui concerne les entreprises elles-mêmes, vous disiez tout à l'heure que la RSE est un levier de développement. De quelle façon Je donnais l'exemple d'un cabinet de conseil qui, s'il arrive à mettre des process pour les salariés, des conditions de travail, peut développer la performance. Je prends le cas du télétravail. D'accord. Le télétravail, c'est la possibilité qu'on donne aux salariés de travailler à distance, depuis chez lui, à travers l'ordinateur, pour l'entreprise. Alors, avant la période de Covid, mais beaucoup d'entreprises ne voulaient pas entendre parler du télétravail. Mais puisque le contexte nous y a obligés, les gens ont compris que le télétravail, ce n'est pas permettre aux salariés de se reposer. Non, c'est une autre façon de travailler. Et qu'est-ce que ça produit comme effet positif? Le salarié n'est plus confronté au transport. Il n'est pas embêté par la pluie, par les embouteillages, et donc il peut travailler de chez lui. Donc ça, c'est l'une des conditions, par exemple. Éviter tout ce qui est environnement toxique pour les salariés, faire en sorte que les salariés puissent parler au staff de l'entreprise pour dire ce qui ne va pas, mettre en place aussi un système d'évaluation qui permette de voir s'il faut former les salariés, s'il faut faire en sorte que chacun soit à sa place, ou bien est-ce qu'il y a éventuellement des gens qui ont envie de changer de place. Bref, la RSE s'occupe de tout ça. Et donc, il revient à chaque entreprise, selon sa mission dans la société, selon ses moyens et sa taille, de définir sa RSE et de définir ce que j'appelle les priorités dans l'établissement de la RSE. Donc, c'est quand même très important de faire tout ceci. Sinon, l'entreprise, comme je le disais, si elle n'identifie pas très bien ce qu'il lui faut comme RSE, elle peut copier le plan d'action d'une autre entreprise, alors que, voilà, elles n'ont pas les mêmes enjeux, elles n'ont pas les mêmes réalités, surtout, elles n'ont pas la même mission. Alors, donc, c'est important de définir d'abord sa propre mission. On en vient dans notre, je dirais, environnement au Bénin. Comment appréciez-vous déjà la pratique de la RSE dans les entreprises béninoises? La pratique de la RSE dans les entreprises béninoises, c'est une pratique embryonnaire. Je veux dire qu'on est vraiment au tout début. Moi, la première fois que j'ai organisé avec mon cabinet Mindo Consultant les rencontres de la RSE qui constituent une sorte de forum d'échange sur le sujet. C'était en 2018. Ça fait bientôt 8 ans. Et je peux vous dire qu'à cette époque, beaucoup me disaient, mais d'ailleurs parmi mes amis, ouais, mais cette histoire-là, c'est quelque chose des Blancs, mais il ne faut pas nous ramener ça. Faut pas nous ramener ça. Mais je pense qu'ils me chahutaient parce que voilà, je revenais de Paris pour m'installer à Cotonou à l'époque. Donc aujourd'hui,
on peut dire qu'il y a des avancées. Des avancées dans le sens où, au moins, les gens s'intéressent au concept. Ils veulent se faire former. Avant, franchement, il y a 8 ans, très peu d'entreprises avaient cette volonté de faire former leurs salariés. Aujourd'hui, il y a une vraie volonté des PME même qui veulent découvrir le concept, aller plus loin parce qu'elles ont compris qu'une bonne RSE, si elle est bien pensée et bien pratiquée, elle peut être, in fine, rentable. Donc, il y a un intérêt pour le sujet. Malheureusement, c'est encore embryonnaire, mais il faut souligner quand même qu'il y a les filiales des grands groupes internationaux, je ne veux pas les citer pour ne pas faire de la pub. Il y a ces filiales-là qui sont au Bénin qui, elles, comme elles dépendent du plan RSE du groupe à l'international, ces filiales pratiquent la RSE, arrivent à contextualiser ça avec notre environnement social et culturel. Donc, moi, je suis optimiste, vu la volonté étatique, vu la volonté du secteur privé et aussi avec des consultants de plus en plus qui sont sur le terrain. Je suis convaincu qu'on aura vraiment une pratique de la RSE plus intéressante dans nos entreprises dans les années à venir. Et justement, comment est-ce que l'on pourrait faire comprendre aux entreprises béninoises qu'elles ont intérêt à faire de la pratique de la RSE une réalité? C'est pour ça que Mendo Consultants et tous les autres sont là. Nous sommes dans la vulgarisation et la formation aussi. Nous essayons vraiment de faire comprendre aux chefs d'entreprise parce que c'est eux qui décident. Donc, c'est eux qui doivent être d'abord, je veux dire, convaincus de la pertinence du sujet. Donc, il faut continuer à vulgariser, il faut continuer à former parce que sans formation, les responsables RSE dans les entreprises ne peuvent pas offrir leurs prestations comme il faut. Donc la formation, la vulgarisation, mais aussi avoir des outils de mesure de la RSE. C'est-à-dire que quand une entreprise s'engage dans la pratique de la RSE, comment elle fait pour continuer à évoluer, comment elle peut évaluer vraiment son chemin parcouru sur la question. Donc, vulgarisation, formation, mais aussi mise en place des mesures RSE. Et justement, il y a les images qui passaient tout à l'heure et nous avons couvert cette activité-là. Il s'agit de la 8e édition des rencontres de la RSE, organisée justement par votre cabinet Mendo Consultants. Vous vous êtes penché sur la finance durable. Pourquoi le choix de ce thème? Alors, la finance durable, pour la définir, vous le savez très bien, c'est l'ensemble de procédés en matière de finance qui prennent en compte justement le volet environnemental, économique et sociétal. Donc, ça veut dire que la finance durable rejoint très bien la RSE, rejoint bien les questions de développement durable, parce qu'au fond, la RSE, c'est la contribution de l'entreprise au développement durable. Oui, la finance durable, parce que pendant longtemps, on a demandé aux entreprises de mettre en place des projets qui contribuent à la RSE, de mettre en place des projets qui sont justement opportuns dans la pratique de la RSE. Mais on oublie de leur dire que toutes les ressources, tous les crédits, tous les fonds qui sont disponibles dans les banques ne sont pas adaptés à tous les projets durables ou RSE. Donc, justement, c'était pour nous l'occasion d'abord d'analyser quelle est la relation entre les objectifs de croissance financière d'une entreprise, ce qui est normal parce qu'une entreprise, elle voit le jour pour grandir, et aussi les objectifs du développement durable. Comment on peut grandir, on peut faire grandir l'entreprise, mais dans un contexte vertueux du développement durable. Donc, c'est là où intervient la finance durable pour accompagner les projets de croissance de l'entreprise, pour accompagner les associations et autres. Donc, on a eu une keynote développée par le professeur Alain Babatunde qui est revenu sur la question, qui a fait un état des lieux de la finance durable dans l'espace Yomoa et qui nous a montré quelles sont les disponibilités, quelles sont les réglementations et aussi quels sont les défis pour les entreprises et pour l'ensemble du secteur bancaire dans notre espace UEMOA. Et quand certainement il y a ce genre d'initiative, vous rencontrez des personnes qui sont intéressées, des représentants peut-être d'entreprises, vous discutez, est-ce qu'il y a des obstacles dont ils vous font part ou que vous remarquez, et quelle peut être la responsabilité des États pour justement une meilleure approbation de la RSE? La première responsabilité, je crois, d'un État, c'est vraiment de mettre en place l'environnement.
le bon environnement pour la pratique de la RSE. Et Dieu merci, au Bénin, on a vraiment un État qui l'a compris très tôt. Depuis 3 ans, comme je vous le disais, il y a un processus d'élaboration d'une politique nationale en matière de RSE. Il y a déjà une charte que l'État a signée avec le secteur privé, une charte RSE, ce qui est quand même très intéressant. Donc, si on a la politique nationale en matière de RSE, c'est déjà un très bon début. Oui, la RSE peut être toujours vue comme une activité volontaire, mais comme elle devient un outil de croissance de l'entreprise, je pense que le secteur privé a intérêt à se saisir de ça. Alors, quels sont les obstacles? Je vais répondre au premier volet de votre question. Les obstacles pour une bonne pratique de la RSE au Bénin, je crois que le premier obstacle, c'est le manque d'informations sur le sujet. Parce que moi, quand je rencontre, et j'en rencontre très souvent, des PDG, des PCA, des DG de structures, d'entreprises et tout, la première question que cela me pose, c'est qu'est-ce que la RSE va nous apporter? C'est ça. Et moi, je les comprends dedans. Toujours le profit en filigrane. Oui, mais ils n'ont pas tort. Je les comprends d'autant plus que moi-même, je suis chef d'entreprise. Donc, je sais la préoccupation qui est derrière ça. Donc, je sais très bien la préoccupation qui est derrière ça et ils ont raison. Et donc, nous leur expliquons que la RSE, ce n'est pas de la philanthropie. Ce n'est pas nécessairement, on va poser un lampadaire, 2 lampadaires. Non, c'est vraiment une petite partie de la RSE. La RSE, la grande partie de la RSE profite à l'entreprise, mais il vous faut des professionnels. Et heureusement, il y a des chefs d'entreprise qui nous sollicitent ou sollicitent d'autres experts, même étrangers, sur la question. C'est ce que nous voulons. Et je pense que plus d'informations permettra vraiment de convaincre les chefs d'entreprise parce qu'ils sont en première ligne sur le sujet. Parce que si eux ne sont pas décidés, il n'y aura pas de RSE dans les entreprises. Parce que pour l'instant, c'est une démarche volontaire. Donc on ne peut pas les forcer, même si l'entreprise peut y gagner des choses. Si le chef d'entreprise, lui, n'est pas convaincu, rien ne bougera. Il ne le fera pas. Voilà. Et justement, tout à l'heure, vous évoquiez de grandes filiales. Quand vous dites que vous allez vers les chefs d'entreprise, je prends peut-être l'exemple d'une PME qui n'est peut-être pas autant bien assise que certains groupes. J'ai une PME, je veux pratiquer de la RSE. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, la première démarche, quand je suis une PME, que je dois pratiquer de la RSE, est qu'en interne, je n'ai pas un salarié, un collaborateur qui est spécialiste de la question, c'est que je fais appel à un expert. Je fais appel à un consultant qui vient évaluer mes capacités, qui vient évaluer ce que je fais, ce que l'entreprise fait déjà de façon informelle en matière de RSE et voir comment formaliser tout ça et aller vers une politique de l'entreprise en matière de RSE et faire aussi en sorte que l'entreprise se dote plus tard d'une politique ou bien d'un plan d'action RSE. Donc, il faut toujours se référer à un professionnel. Et je pense que ce qui est aussi très bien, c'est qu'au Bénin, on a de plus en plus de consultants sur le sujet, plus qu'il y a 10 ans. Donc, il y a des cabinets qui sont disponibles, que vous pouvez contacter, à qui vous pouvez confier. Parce que c'est impossible pour l'entreprise de faire une RSE pour elle-même. Elle doit nécessairement faire appel à d'autres compétences. Voilà, à d'autres compétences, à un spécialiste. Même le médecin, quand il est malade, il se fait soigner par un autre médecin. Ça, c'est même clair. le médecin. Hein. Donc voilà. Donc c'est important de faire appel à un spécialiste qui regarde avec vous quelles sont les priorités de votre entreprise, quelle est la mission première de votre entreprise et qui analyse l'environnement de travail et voit tout ça et vous propose avec vous, parce que une bonne RSE, c'est une co-construction entre les salariés, les parties prenantes et le consultant. Donc, une RSE a besoin vraiment de beaucoup d'apports de toutes les parties prenantes afin vraiment d'être un plan d'action qui convainque et qui permette à l'entreprise d'être vraiment sur la voie de la performance. Alors, il y a peut-être des patrons, justement, de PME qui sont chez eux et qui vous suivent, qui disent tout de suite « Ah oui, j'ai peut-être ma petite structure, je m'occupe de tel et tel. » Au moment où vous me dites « Faites appel à un expert », j'ai peut-être pas forcément le budget pour moi, je me soucie de comment rentabiliser. Qu'est-ce que vous avez peut-être à leur dire?
Oui, ce n'est pas une question de budget. Il ne faut surtout pas percevoir la RSE comme une dépense supplémentaire qui viendra se greffer aux charges de l'entreprise. Il faut percevoir ça comme un investissement, quelque chose qui va être rentable. Alors, si vous faites appel à un consultant aujourd'hui, cela ne voudra pas dire que c'est nécessairement en 2026 que vous aurez votre plan d'action RSE. Le consultant peut mettre en place un canevas qui commence par d'abord du coaching et qui évolue vers la formation et après vers la mise en place d'une politique RSE, d'un plan d'action RSE. Donc, quelle que soit la taille de l'entreprise, quelle que soit la taille de l'entreprise, et ça, je répète ça, l'entreprise peut faire appel à un consultant qui l'aide à voir clair dans sa mission sociale, à voir clair vraiment dans ses possibilités à aller vers une RSE durable. Donc, il n'y a pas de souci, quelle que soit votre taille. Essayez la RSE. Voilà. Oui, oui, bien sûr. L'entreprise, même déjà la mise en place de bons process pour les salariés, pour les collaborateurs, ça peut être un facteur déclencheur en termes de performance. Vous voyez, quand on est toujours entre soi et qu'on ne voit pas certains dysfonctionnements, il y a le regard extérieur qui vient et qui peut vous dire des choses. Voilà. Et du coup, vous découvrez, par exemple, des pertes de temps ou bien vous découvrez des dépenses inutiles que vous faisiez et vous vous resserrez vraiment sur votre objectif principal. Donc, la RSE permet tout ça. Ce n'est pas une dépense supplémentaire qui va se greffer du tout aux charges. C'est vraiment un investissement. Mais une fois encore, je ne demande pas aux entreprises d'y aller tout de suite, mais déjà, on peut aller voir un consultant pour voir voilà, comment et quand on peut aller vers une RSE durable. Et quelle que soit l'entreprise, quelle que soit sa taille, quel que soit son domaine d'activité. Et je dirais même, vous savez, il y a ce qu'on appelle la RSO également. La RSO. Oui, la responsabilité sociétale des organisations. Et là, c'est pour parler des institutions, des fondations, des associations et tout ça. Donc, chaque entité a la possibilité de se doter d'une RSE. Et d'ailleurs, je pense que la SRTB a intérêt à se doter très bientôt voilà, d'une politique RSE. De RSE, vous en avez besoin. Je vous assure. On le fera. Oui. Et justement, à l'autre volet également, puisque c'est ça qui nous intéresse sur ce plateau, ce sont les avancées du Bénin. Lorsqu'on pratique la RSE, quel peut être l'impact ou les impacts en matière de développement sur le pays et précisément chez nous au Bénin? Déjà, si on prend l'entreprise, les impacts sont nombreux sur les salariés, sur l'environnement, sur la communauté et sur l'entreprise elle-même. La réputation, vous savez, le premier crédit d'une entreprise, c'est sa réputation. Et si Bénin Télévision, autrefois ORTB, continue d'avoir une bonne réputation, en fait, si vous êtes toujours le numéro 1, c'est parce que vous faites bien. Vous voyez, donc c'est très important la réputation. Et la RSE vous permet de maintenir votre réputation. C'est-à-dire que qu'est-ce que les gens pensent de vous quand on sort votre nom. L'image que vous renvoyez. Absolument. Voilà, l'image, il peut y avoir un décalage parfois. Et je vous assure, croyez-moi, il y a des entreprises qui sont surprises de l'image qu'elles renvoient elles-mêmes. Donc, les impacts positifs sont nombreux. L'entreprise elle-même, les salariés, la communauté, voilà. L'État, une entreprise vertueuse va être à jour de toutes ses obligations vis-à-vis de l'État et puis le pays s'en portera mieux. Donc franchement, pour moi, c'est que tout le monde gagne dans une bonne pratique de la RSE et je souhaiterais vraiment que la politique en matière de RSE soit rapidement adoptée, soit finalisée et adoptée, et que ça permette vraiment à tout le monde d'avoir une sorte de boussole pour aller vraiment vers une RSE dynamique. Parfait. En tout cas, la vie des entreprises, elle rejaillit sur la vie des citoyens, des communautés. Et donc, on doit travailler tous en bonne intelligence. Et c'est le Bénin qui gagne. Hein? C'est le Bénin qui avance. Merci Léon Anjorin-Koboudé. Vous êtes venu sur ce plateau nous parler de la politique RSE des entreprises et même au plan macro au niveau du pays également. On espère que les oreilles attentives qui vous ont suivi jusque-là pourront être
pourront décider donc de sauter, de faire le pas pour que le pays se porte bien. Jennifer, merci à vous. Merci beaucoup, Alain. On va demain. Demain, toujours avec le même plaisir. Et demain, je sens que vous allez aimer. Les téléspectateurs également. D'accord. On va peut-être penser un jour à la RSP, responsabilité sociale. Enfin, ce ne sera pas sociétale, personnelle. Oui. Personnelle, peut-être pour avoir une bonne réputation, une bonne marque. Les individus peuvent également en profiter. Oui, oui, absolument. Je vous ai parlé de l'importance de la réputation. Oui. Donc, la réputation commence déjà par le salarié lui-même et après l'entité. Donc, ça va être l'individu peut bien sûr travailler pour sa réputation, faire en sorte que sa réputation renvoie de belles idées au fait aux autres. Si le pays fait ce qu'on appelle la nation branding, ce n'est pas l'individu, le citoyen qui ne va pas prendre soin de son branding. Tout le monde a très intérêt. important. Voilà. Merci donc Alain. À demain, toujours avec le même plaisir. Instant santé, Christelle Tongodo est déjà sur ce plateau. Nous parlons donc des vacances et des enfants exposés aux écrans. Christelle, bonjour. Alain, bonjour. Et ce matin? Ça va super bien. D'accord, vous l'avez si bien introduit. Hier, on parlait des examens scolaires. Aujourd'hui, on s'intéresse justement à l'occupation des enfants pendant ces vacances scolaires, puisque, vous le savez bien, les écrans occupent bien évidemment une place plus importante dans ces périodes de vacances quel effet plutôt peuvent avoir ces écrans-là sur leur développement psychologique. On en parle avec notre invité en plateau, M. Kwasi Komlan, psychologue clinicien. Bonjour, M. Komlan. Bonjour, Christelle. Bonjour, cher ami. Bonjour, M. Komlan. Oui. Alors, je le disais, les écrans occupent une place de choix, sinon une place importante pendant ces périodes de vacances. M. Komlan, faut-il y voir forcément un sujet de préoccupation, un véritable sujet de préoccupation? Oui, et effectivement, c'est un sujet de préoccupation parce que en vacances, les enfants sont un peu enclins à l'ennui. Parce que vous savez, au cours de l'année scolaire, il y a les amis, il y a les activités scolaires, il y a tout ça qui occupe les enfants. Mais du coup, quand on est en vacances, c'est que les amis sont loin et l'enfant peut avoir envie de combler le vide par l'écran. Et l'écran, vous savez bien, c'est attirant, pas seulement pour l'enfant, mais pour l'adulte aussi. L'écran, c'est un peu comme le miroir qu'on apportait aux grands-parents au temps coloniaux. On dit qu'on apporte miroir, on se voit dedans et on est vraiment subjugué par cet objet-là. Donc l'écran, que ce soit adulte, que ce soit enfant, c'est que l'écran est toujours un objet attrayant. Maintenant, le jeu, ce n'est pas que l'écran est mauvais en soi. Non, l'écran n'est pas un objet qui est mauvais en soi. Il suffit juste de savoir comment considérer l'écran comme un étranger, un outil, et non que l'écran soit maître dans la maison. C'est ça, en fait, le défi quand on est parent. Et pour pouvoir réussir cela, il faut considérer la psychologie du développement qui prend l'être humain comme un être qui est né avec ce sentiment d'infériorité et qui cherche à retrouver sa place dans le groupe. Et dans cette dynamique, on voit que en tant qu'être social et en tant qu'en train de chercher à nourrir ce sentiment d'appartenance, l'enfant le parent doit faire en sorte que la relation, la qualité de la relation avec l'enfant soit une qualité qui permet à l'enfant de se dépasser. Et à travers cela, il faut des actes d'encouragement et non des actes de récompense. Donc, quand on considère cet a priori, l'accompagnement qu'on pose, que ce soit avec l'écran ou avec un autre objet, là, c'est un peu plus différent et ça permet de construire des citoyens utiles pour lui-même et utiles pour la patrie. Il y a, dans un passé pas très longtemps, quand on parle d'écran, c'est le poste téléviseur à la maison. Aujourd'hui, les écrans se sont démultipliés. On a les tablettes, on a les téléphones. Comment est-ce que l'enfant se retrouve dans tout ça? L'enfant arrive à prendre ce qui est rapide, ce qui est proche, c'est-à-dire le smartphone de maman, ce qui est accessible rapidement,
C'est ça. Il y a certains parents aussi qui établissent des règles. Bon, au cours de l'année, on n'utilise pas ni la télé, ni... On met de côté tout ce qui est écran. Tout ce qui est l'écran. Maintenant, pendant les vacances, il y a aussi cette erreur que les parents peuvent commettre. C'est de dire, il faut charger le décodeur. Ils n'ont qu'à regarder. Je serai à l'aise. Vous les préparez à manger, ils regardent seulement, ça va. Mais là, c'est un grand danger. On occupe les enfants. Oui. Donc, ce qui importe, comme je disais tout à l'heure, c'est de voir la relation que l'enfant établit avec l'écran et la relation que le parent lui propose en parallèle. D'accord. Est-ce que l'écran le véritable problème ou le contenu qu'on propose aux enfants? Non. Je pense que c'est une question très importante parce que nous avons dit tout à l'heure que c'est un outil qui peut permettre vraiment à l'enfant de se développer, de croître. C'est un outil à utiliser. Alors, il est important on peut faire, comme on dit, un service, comment on dit, 2 en 1. C'est-à-dire qu'on sait que, par exemple, chez nous, on a l'habitude de compter, de faire des comptes. Pourquoi ne pas utiliser des comptes où tout le monde est assis? Et là, l'écran n'est plus un substitut parental, mais l'écran devient plutôt un objet de partage où on raconte peut-être les histoires que nous écoutons souvent. Il y en a des contes qui sont liés à chaque région. Bien sûr. Mais il y a aussi aujourd'hui un grand développement d'outils médiatiques qui racontent des histoires. Donc, si vous êtes assis devant l'écran, que ce soit tablette, en train de partager ce qui se fait, vous êtes en train de régler le problème d'isolement social. Parce que l'écran a cette puissance-là de t'éloigner de la chaleur humaine. Mais si l'écran est là, et puis par exemple, même si on prend de simples jeux, oui. des jeux de montage, tout le monde regarde dedans et puis on parle. C'est devenu un objet de partage. Bien sûr. Donc, si je vous comprends bien, M. Comelin, il ne s'agit pas de mettre forcément de côté totalement, sinon entièrement, l'écran. C'est ça, évidemment. Il ne s'agit pas de mettre, de dire sans écran, non. Il s'agit plutôt de diversifier, d'organiser. Voilà, de profiter de la présence de l'écran pour enseigner la discipline à l'enfant. Par exemple, dit que dans le nombre d'heures qu'on doit regarder la télé dans la matinée et dans la soirée, poser bien les règles avant les moments de crise. Parce qu'il ne faut pas attendre qu'il y ait la crise d'abord. Parce que si vous attendez la crise, l'enfant va déclencher un mécanisme de défense. Donc, il faut établir les règles déjà au début des vacances. On s'assoit avec les enfants et on planifie tout ça. Et dans cette planification, privilégier les jeux en plein air, les activités. Quand on dit jeu, ce n'est pas forcément jeu comme jeu. Par exemple, on va balayer ensemble la cour, on va faire la lessive. Passer plus de temps ensemble. On va nettoyer la maison. Moi, par exemple, il y a ma fille de 5 ans qui m'a dit, je ne sais plus, j'étais en train de dire quelque chose, elle dit, mais papa, est-ce que tu fais la lessive? Ah, mais ça m'a choqué. Parce qu'elle ne vous a jamais vu faire la lessive. Elle dit ça, et elle dit, mais est-ce que non, les papas ne font pas la lessive? Je dis, ah, là, elle dit, les papas doivent pouvoir donner l'exemple également. Absolument. Mais vous savez, ce que j'ai mis en place, j'ai dit, bon, ok, parce que souvent, je n'ai pas le temps pour rester, on va là, le matin, on vient le soir, le dimanche aussi, on court, voilà. Donc, j'ai institué des moments, ce n'est pas très fréquent, mais des moments où on fait la lessive ensemble. Revenons à l'écran. Christelle avait posé une question qui est primordiale. Comment est-ce que le parent s'y prend pour avoir une idée ou bien un contrôle sur ce que regarde l'enfant au niveau de l'écran, que ce soit au niveau du poste téléviseur à la maison avec tous les programmes télévisuels que nous avons, que sur les tablettes et les téléphones portables? Je pense que c'est bien. En réalité, si nous partons sur le principe de contrôle, on ne va pas réussir l'acte éducatif. Vous et moi, enfants, tout être humain, dès qu'il sent le contrôle, le résultat n'est plus ce que ça doit être. Donc d'abord, il faut partir sur la base de la
coopération. Il faut négocier. Voilà. Non, moi, négocier, c'est bon, mais la coopération. Je vous explique. Qu'est-ce qu'on va coopérer une minute? Qu'est-ce qu'on va négocier dans un système où il y a des programmes pour adultes, il y a des programmes pour adolescents, il y a des programmes pour juniors. Les télévisions qui se respectent, dès qu'ils mettent un programme à l'écran, ils mettent la tranche d'âge. Alors, vous n'êtes pas à la maison. Vous l'avez dit tout à l'heure, beaucoup de parents disent « j'ai déjà fait abonnement Canal+, enfin, pour ne pas faire de pub, la télévision est là, regardez seulement. La télécommande est dans les mains des enfants. » Est-ce qu'il n'y a pas un risque que des enfants aillent regarder des programmes qui ne sont pas destinés à leur tranche d'âge? Je vais dire d'abord que pour que les parents puissent mettre en place des règles où tout le monde va se sentir à l'aise, il faut au premier abord savoir quel est l'âge de l'enfant. C'est ce que on peut dire. Très important. Oui. Est-ce que l'enfant de 3 ans, est-ce qu'il faut lui donner le téléphone? Normalement, les études ont montré que pas de téléphone, pas de smartphone, pas d'écran avant 3 ans. Après, à partir de 6 ans, il faut commencer par faire un accès limité. Et après, à partir de 9 ans, 12 ans et autres là, on va maintenant poser des temps. Par exemple, on dit dans la maison, on doit regarder, on doit avoir accès aux écrans 1 heure de temps. Par jour. Dans la matinée. Dans la matinée. 1 heure de temps dans la matinée. On commence déjà par là. Et 1 heure de temps dans la soirée. Et là, c'est une règle que vous établissez à l'avance. Et je vous dis que le problème pour nous, c'est quoi? On n'a pas le temps d'établir même les règles et de suivre. Sinon, c'est très faisable. Vous voyez, moi, ma fille, je prends l'exemple sur ma fille. Je viens, il a 5 ans, elle a 5 ans, très accro au téléphone. Je dis, bon, OK, bon, tu as la tablette là. Quand je vais finir de manger et j'irai me doucher, on va cesser. Mais la question, elle est là. À quoi est-ce qu'on occupe alors les enfants dès que ce temps-là est imparti? Oui, c'est toi qui mets la chose. Par exemple, c'est des trucs de doubi-doubi ou bien des chants, ou bien des contes. C'est vrai que c'est aussi risqué. Parce que là aussi, moi, je préfère des contenus qui racontent une histoire que des contenus qui sont des shorts, des TikTok, des choses, des réels qu'on envoie voir. Ce n'est pas, mais des choses qui racontent. C'est pourquoi je dis il faut privilégier des écrans lents, c'est-à-dire un film, un conte que tout le monde est patient en train de regarder, parce que là-bas, ça développe de l'impatience. Donc d'abord, il faut voir ces principes d'âge d'abord, et après, il faut décider du temps. C'est ça. Il faut décider du temps. En fonction de l'âge, il faut décider du temps, de l'accès à l'écran. D'accord. Si vous Maintenant, permettez, oui. Si vous permettez, on va passer sur une autre question très rapidement. À quel risque va alors s'exposer un enfant qui, excusez la répétition, s'expose de manière permanente aux écrans télévisuels sur le plan psychologique? Oui. D'abord, l'enfant n'est pas très empathique. L'enfant n'est pas très empathique. Vous voyez, puisque les choses sont très, très rapides sur l'écran, surtout sur les smartphones, l'enfant perd la patience dans la vie réelle. Par exemple, on veut jouer, il ne peut pas attendre son tour. Ça, c'est les effets de l'écran. Il y a aussi le fait que quand l'enfant regarde trop les écrans, on parle de sécrétion des hormones du sommeil, qu'on appelle la mélatonine, qui peut être bloquée, et l'enfant peut avoir des difficultés à dormir. L'enfant peut être agressif envers lui-même ou envers les autres quand on lui arrache l'écran. Voilà les difficultés qu'on peut observer au niveau de l'enfant. L'enfant peut ne pas être intelligent socialement. Et l'enfant peut devenir aussi spectateur de sa vie. Parce que nous avons dit qu'en tant qu'être social, l'enfant cherche à nourrir son sentiment d'appartenance, à retrouver sa place dans le groupe. Mais plus dans l'écran, il n'est plus dans le groupe. Vous voyez les conséquences qu'on pourrait... On assiste à une vie qui s'individualise davantage. Qui s'individualise, mais qui fait que l'enfant peut tomber facilement dans les troubles graves comme les troubles psychiatriques.
Vous savez, quand tu t'isoles, quand tu peux te retrouver dans la phobie sociale, quand tu ne peux pas prendre la parole en public. Donc, c'est des bases pour apprêter l'enfant à tout cela. D'accord. On va revenir sur les bases. Comment est-ce que moi, en tant que parent, dès le départ, je fixe les règles lorsqu'on sait qu'un enfant reste un enfant et quelle que soit la discipline que vous mettez, ils peuvent toujours passer au travers? D'abord, avant toute règle, il faut savoir, on parle en psychologie de développement de la méthode des 3 C. Les 3 C, c'est quoi? Le premier, c'est la clarté. La clarté, ça veut dire quoi? Il faut clarifier les règles bien avant tous les yeux. Que dans cette maison, on sait que les choses se fonctionnent de cette manière. La clarté. Le deuxième C? Le deuxième C, c'est la cohérence. Parce que vous savez, je dis toujours qu'en tant que parent, notre rôle, il y a un peu de l'ascétisme. C'est une mission ascétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une dimension sacrificielle. Quand tu dis, par exemple, on n'a pas de téléphone à table, mais toi aussi, tu n'as pas de téléphone à table. Il faut donner l'exemple. C'est ce que nous disons, les enfants entendent moins que ce que nous faisons. Le troisième C. Le troisième C, j'ai dit clarté, cohérence, c'est offrir la possibilité de choix, le choix. Par exemple, je dis à ma fille, quand je vais me doucher, je vais m'en finir de manger, je vais me doucher, je vais revenir, on va éteindre le portable. On va fermer tout. OK? Alors, je reviens, je vois, elle est en train de faire. Je lui donne, elle disait contrôle. Si elle ne se sent pas contrôlée et qu'elle a le besoin de, je suis respecté et j'ai une certaine autonomie par rapport à ça, je peux décider. Je lui dis, tu veux arrêter dans 5 minutes ou 10 minutes. Je lui donne la possibilité de choix. Parce que l'être humain, c'est la même chose qui est en nous, qui est en l'enfant. Et c'est pourquoi il faut considérer cette dynamique-là dans la relation que nous avons avec l'enfant. Alors ça, c'est en amont. Mais l'autre chose maintenant, c'est qu'il faut, après avoir établi toutes les règles, il faut d'autres règles comme les règles des zones sans téléphone, sans écran. Par exemple, on veut manger, il n'y a pas ça. Il y a des zones où le téléphone ne doit pas aller. Il y a des heures où il n'y a pas de téléphone. Il y a la règle du plein air. Ça veut dire quoi? Dans la journée, je dois m'arranger pour que l'enfant puisse faire une activité, jouer au foot, faire quelque chose en plein air, balayer la maison. Il faut se divertir autrement. Il faut sortir. Voilà. Laisser de côté l'écran. Il faut de temps pour ça. Maintenant, le temps, la durée pour l'écran doit être définie. Le contenu aussi, on peut aussi contrôler ça. Quelle est la durée que vous recommandez, par exemple, en moyenne par jour? Moi, je recommande qu'il faut au plus 2 heures. Sinon, officiellement, on dit si l'enfant est entre 9 et 12 ans, c'est 1 heure matin, 1 heure soir. 2 heures par jour. Oui, 2 heures par jour. Retenons simplement que pendant ces vacances, les enfants ont le droit de s'amuser, de s'épanouir autrement. Il faut diversifier. Il faut diversifier les activités. Ce n'est pas l'écran le problème. Monsieur Komlan, on va résumer cet entretien. Les enfants ont le droit de s'épanouir. Ils ont le droit à l'écran. Il faut que le parent contribue à coopérer avec l'enfant dans ce monde d'écran. En jouant sur le contenu, le nombre d'heures passées au niveau de l'écran. Et donc, ça va être un peu le résumé. Christelle. Merci Alain. Oui. Et je crois que c'est tout pour cette rubrique. On se retrouve demain. Monsieur Komlan Kwasi, merci d'être passé. Merci à vous. Allez, mesdames, messieurs, on va retrouver Marcel Ahossi dans un instant. Ça va être pour nous dire un peu ce que les journaux ont traité comme sujet. La revue de presse avec Marcel Ahossi. Marcel, bonjour. Bonjour Alain, bonjour à tous. De quoi nous parlent les journaux ce matin?
Eh bien, le Conseil des ministres d'hier, 1er juillet 2026, est au cœur de l'actualité. Des nominations au Sénat jusqu'à la baisse des redevances dans les marchés modernes, la presse déroule le fil d'une même dynamique. Ce matin, le matinal ouvre cette revue et annonce la couleur. Les membres du Sénat sont désormais connus. Le quotidien revient sur les nominations décidées en Conseil des ministres et souligne notamment l'arrivée de Charles Toko parmi les personnalités appelées à siéger dans la nouvelle Chambre. Le journal rappelle aussi que cette vague de désignation concerne également la présidence, le Conseil économique et social et plusieurs ministères. L'événement précis, lui, complète le tableau. Le quotidien fait défiler les noms des personnalités retenues. Anciens ministres, hauts magistrats, officiers généraux ou encore responsables politiques. Pour le journal, cette première mandature du Sénat rassemble des profils d'expérience appelés à accompagner cette nouvelle institution en République du Bénin. Dans la même veine, Gaskiani Info prend un peu de hauteur. Pour lui, cette étape marque un tournant dans la mise en place de cette institution qui est née de la révision constitutionnelle de 2025 et appelée à renforcer l'architecture institutionnelle du pays. De son côté, Fraternité s'attarde sur la portée politique de ses choix. Le journal relève la présence de 14 figures bien connues de la scène nationale et même internationale. Il met surtout en avant la nomination de Paul Humpé, ancien adversaire de Romuald Wadagni à la présidentielle de 2026, notamment aux côtés d'autres personnalités comme Robert Bian, Pascal Irénée Koupaki ou Saka Lafia, un choix que le journal présente comme un geste politique fort. Puis, l'événement précis tourne la page du Sénat pour annoncer les nominations au Conseil économique et social. Le quotidien fait savoir que 117 personnalités composeront la prochaine mandature entre représentants départementaux et nationaux avec plusieurs figures de la vie publique parmi les nouveaux membres. Autre décision qui retient l'attention des journaux, la baisse des redevances dans les marchés modernes. Fraternité salue une mesure attendue par les commerçants. Le quotidien annonce que la redevance passe désormais de 18 000 francs CFA à 12 000 dans les espaces marchands de Tokpa Yoyo et Tokpa Daho. Une décision qui vise, selon Fraternité, à soutenir les activités commerciales et à alléger les charges des usagers. Une lecture que la nation va prolonger. Le quotidien de service public explique que ce geste s'accompagne d'un appel à plus de discipline dans le paiement des redevances. Pour le journal, l'État allège les charges, mais attend en retour une meilleure mobilisation des recettes nécessaires à l'entretien et à la modernisation des marchés. À parcourir les journaux ce matin, une même impression se dégage. Le gouvernement accélère la mise en place des nouvelles institutions tout en cherchant à répondre aux préoccupations économiques du quotidien. Ainsi va la presse ce matin. Merci à vous, Marcel Ahossi, pour cette revue de presse. On se retrouve demain par la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Avec le même plaisir, le même punch et Allez. tout ce que vous savez. Merci. Allez, mesdames, messieurs, ça va être aussi la fin de ce numéro de votre émission Bonjour le Bénin que nous avons eu du plaisir à vous présenter, bien évidemment. On se retrouve demain par la grâce de Dieu. D'ici là, portez-vous bien, surtout restez fidèles au programme de Bénin TV. Le meilleur, c'est ici. À demain.